Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, le 50e épisode du 7e. Allègrement. Bienvenue, il a un bien meilleur accent que moi des Carpates, c'est mon ami et mon serviteur peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, mon ami Mathieu, est-ce que Oui, ça mon va? maître. Ah, mon maître, il arrive pour nous, mon Li précieux. Ouais, Un peu trop de de quel soleil, film on là. va parler? Est-ce qu'on parle de la guerre des Rohirrim? Non, aujourd'hui et ce mois-ci, on va parler d'un film qui sort dans quelques jours. Là, c'est une avant-première qu'on vous propose, puisque ça sortira le jour de Noël, à savoir le 25 décembre. Donc, Nosferatu, le remake du remake de l'original, on va dire ça comme ça, puisqu'il existe déjà bien évidemment le fameux classique que vous connaissez De de Murnau, Murnau. Nosferatu. Et il y a eu aussi celui d'Herzog. Alors moi, je ne l'ai jamais vu. Est-ce que toi, Mathieu, tu l'as vu, toi, la version Je l'ai d'Herzog? vu une fois, et c'était il y a longtemps, donc j'ai quelques souvenirs, mais malheureusement, c'est un peu flou dans ma tête désormais. Un peu flou. Bon, on se retrouve assez matinalement. Effectivement, on a vu le film hier soir, donc c'est tout frais dans nos Mm. têtes. Donc, bien évidemment, critique en avant-première oblige aussi un petit peu le spoiler. Mais vous inquiétez pas, il y a une partie sans spoil comme d'habitude et une partie spoiler, bien évidemment, juste après. Donc voilà, on va en dire le minimum possible pour la première partie pour pas vous spoiler ou vous gâcher la surprise, même si Et j'imagine que vous connaissez bien l'histoire si vous avez vu voilà. au moins un des C'est- deux premiers. Ou simplement, Voilà. ça fait partie de la pop culture, donc c'est assez connu. Tout à fait, tout à fait. Et surtout, alors, je vais peut-être m'éclairer, Mathieu. J'avais une petite question ce matin quand je me suis réveillé par rapport à ça. Ja. Puisqu'effectivement, Nosferatu, on sait que à l'époque, que le film, quand il est sorti, était un petit peu une copie du Dracula de Bram Stoker. Il a justement été Ja. difficilement trouvable en partie à un moment. Il y a des morceaux qui ont été récupérés. Il a été Mhm. reconstruit et tout, puisqu'il avait failli être supprimé totalement en fait du circuit cinématographique, si je ne me trompe Eh pas. ouais. Donc voilà, donc je voulais juste être sûr que c'était bien ça qu'effectivement, sous pâle copie d'époque, il avait failli être un film maudit, quoi, entre guillemets. Effectivement, la famille de Stoker a attaqué comment ça s'appelle, les Allemands en justice parce que il y avait une copie, il y avait plagiat, et ça s'était un petit peu vu. Mais bon, bah, ça, Mais ça a été ça accepté est parce devenu, que ouais, ça restait quand même un film qui était important à son époque déjà. On reconnaissait que c'était la grande qualité. ouais, Donc, on s'est dit, bon, allez. ouais. C'était quoi, 1930, Ah non, non, c'est non, 1925. 1920, C'est combien? 1922 qu'il est sorti, et c'est en 1925 Oui, voilà. qu'il y a eu le 22, je vais dire des bêtises. Oui, je vais dire 39. Pas du tout, je confonds avec le 1839 dans le film, pardon. Mais ouais, c'est ça, effectivement. Il est sorti Alors, effectivement à cette période-là. Donc, film muet, bien évidemment. ouais. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, si vous Et pouvez c'est rattraper. en 1937 qu'il a été retrouvé, puisque justement, c'est après la mort de Florence Stoker que des copies cachées ont été récupérées. Voilà. Moi, je me suis refait le film là dernièrement. Il y a une belle copie Mm. Blu-ray qui avait été refaite l'année Avec un dernière, ou cette année, je nouveau crois. son. Ouais, nouveau son et tout, et vraiment super. Et il faudrait que un jour je regarde celui de Herzog Il est bien. pour voir un petit peu cette Avec adaptation. Klaus Kinski. Oui, c'est ça, avec Klaus Kinski, effectivement. Bon, on a arboré nos plus belles moustaches, en tout cas, surtout moi aujourd'hui, parce que moi, c'est une made en plastique. Oh, bah, j'aurais pas vu, dis donc. Ouais, non, en fait, j'ai un peu de sang de personne roux, ouais, t'as vu? Regarde. Et vous en saurez un peu plus pourquoi, surtout dans la partie spoiler. Et un Bref, peu de titane. c'est ça. En tout cas, on est très content de vous retrouver dans cette dernière critique de l'année de 2024. Il y a un an, Mathieu, on parlait de Godzilla, et cette année, on va parler d'un autre monstre, effectivement, ce Nosferatu. Mm. Tout à fait. Eh bien, écoutez, perdons pas de temps. Avant et le temps de réfléchir à notre petite note, on va se lancer un petit trailer et on se retrouve juste après. C'est parti, le mal vient à nous. C'est parti. Come to me. Come to me. I've never shared my secret with any soul. You've had these spells since childhood. Tell me what you can from the beginning.
It is like a dream. It was our wedding. When we turned around, everyone was dead. The stench of their bodies was horrible. Standing before me was death. But I had never been so happy. This creature is a force more powerful than evil. Its desire is to consume all life on Earth. Only you can redeem us. He is coming. There is a devil in this world, and I have met him. But you could never please me as he could. I'm ready. Voilà, Voilà. un petit trailer de Nosferatu, donc du coup remake cette fois-ci réalisé par Robert Eggers. Donc vous l'avez sûrement découvert à l'époque avec The Witch. Il a fait aussi The Lighthouse. Dernièrement, c'était The Northman, et là il revient avec son 4e long métrage, qui est donc ce remake-là. Donc j'ai pris Qui est- Mathieu entre guillemets. Alors, Ouais, pardon. 4e long métrage, dont ça aurait dû être son second, mais il se sentait quand même écrasé par le fait de faire un remake de Nosferatu, et il se sentait très peu humble, malheureusement, et cette peur de l'orgueil m'a fait faire d'autres films avant. Effectivement, ouais, c'est vrai. J'en avais entendu parler qu'il avait. En tout cas, ça fait un bout de temps qu'il avait cette icône du cinéma d'horreur en tête, et il a un rapport particulier à ce film-là. Donc, bah, écoutez, effectivement, c'est arrivé en 4e position dans son film, mais Nosferatu est là. Et j'ai un peu convaincu Mathieu d'aller le voir parce que je sais son non-amour pour la filmographie de Robert Eggers, et je trouvais ça Oui. justement intéressant qu'on en parle un petit peu aujourd'hui, et notamment avec ce film, parce que toi, en soi, très rapidement, les autres films d'avant, c'est pas ta came. Pas vraiment. Non, mais c'est. Alors, j'ai deux soucis avec Robert Eggers. On en reviendra aussi, on en parlera sur ce film-là. C'est que je le trouve extrêmement poseur, dans le sens où c'est un réalisateur qui aime bien se regarder filmer, je trouve, dans sa mise en scène. Ensuite, techniquement, il est excellent, mais c'est simplement un truc que j'aime pas, cette façon de dire regardez à quel point je suis arty. Et ensuite, ce qui m'a toujours déplu, c'est ses fins. Parce que je trouve qu'il n'a jamais réussi à terminer un de ses films correctement. D'accord. Là aussi, c'est pas que je veux une happy end ou quoi que ce soit, c'est que souvent, ces 2-3 dernières minutes contredisent totalement tout ou partie du film. Si bien qu'on se dit, enfin, que moi je me dis en tout cas, que j'ai vu un film pour rien, puisque justement on me dit, ah bah non, en fait, ça servait à rien, cette partie-là. Et souvent, c'est la meilleure partie en plus qui sert à rien. Donc, Bon, bah, on en parlera avec celui-ci, bien évidemment. Et voilà, donc du coup, j'ai amené Mathieu à aller voir ce film, donc du coup, pour voir s'il allait être peut-être cette fois-ci envoûté, comme cette jeune demoiselle. Donc effectivement, si on pitcherait rapidement le film pour ceux qui ne le connaissent pas, on va suivre du coup une jeune femme tourmentée, hein, qui est issue du coup qui vient juste de se marier, qui est en couple avec un jeune homme. Hélène, et du coup assez tourmentée, et bah, du coup elle va être liée de façon assez mystique, de façon démoniaque, psychique. de façon psychique, et possédée par un vampire, hein, vous l'avez bien compris, Nosferatu, qu'elle a pu rencontrer dans son passé et dans un temps présent. Donc là on est en 1839, si je ne me trompe pas, du coup à ce moment-là, et bah,
voilà, tout va découler de cette obsession et de cette attirance vers ce mal qui va du coup, mal engendrer, être attiré de plus en plus vers elle et du coup contaminer et toute la ville où ils habitent et les habitants qui y sont aussi. Voilà, en gros, grosso modo, sans trop en spoiler, ça va être ça le pitch de base. Et en parallèle, on a du coup son jeune mari qui, lui, va être par son travail forcé à aller rencontrer un vieux noble malade dans un temple des Carpates. Voilà, vous avez fait le lien. Et tout va en découler effectivement de ce triangle amoureux, peut-être on pourrait dire ça, de ce triangle amoureux, du coup dans ce film-là. Bref, Nosferatu, du coup, ça sort voilà, dans quelques jours. C'est un film que moi, personnellement, j'attendais, parce qu'effectivement, contrairement à toi, Mathieu, j'aime beaucoup la filmo de Eggers. Moi, The Witch, pour moi, c'est mon préféré encore aujourd'hui, et il m'avait mis une claque à l'époque. J'ai plutôt bien aimé The Lighthouse, je trouve ça vraiment, c'est peut-être le plus autoriste qu'il ait fait, le moins accessible, mais il est vraiment assez intéressant. Et du coup, The Northman, qui est son blockbuster un peu plus avoué, qui reste sympathique, sans être non plus, pour moi, mon préféré. Mais voilà, j'attendais beaucoup même Nosferatu, parce que j'adore, moi, l'icône des monstres en général, et je voulais savoir ce qu'il allait en faire. Et on va donner nos notes maintenant, pour pouvoir en parler sans spoil pour l'instant. Qu'avons-nous pensé de ce remake, du remake de l'original, comme j'aime bien le dire, en tout cas de cette version 2024. Hop, donc sur note sur 5. Ouais. Et on va pouvoir s'y lancer. Tu peux la lancer, Mathieu. 3, 2, 1. Ah. Ciao. Oh, bah ça va. Pour quelqu'un qui n'a pas trop aimé, ça passe. Ouais, t'as mis au-dessus de la moyenne. Moi, j'ai mis un 3,5, j'ai hésité avec un 4, mais c'est encore tout frais, il faut que ça redescende. Mais j'ai plutôt bien apprécié le film, mais on va commencer avec toi, Mathieu, avec tes petites réserves. Et pourquoi toi, tu n'as pas forcément sauté au plafond à la fin de la séance quand on s'est croisés? Alors, bon, il y avait aussi le fait qu'on approchait de minuit et que j'avais une journée assez fatigante, donc j'avais un petit peu aussi envie de dormir. Et le film est, encore une fois, techniquement impeccable, mais au niveau de sa rythmique, a pour moi beaucoup de problèmes. En plus d'être extrêmement théâtral, je crois que c'est son film le plus théâtral en plus. En particulier, il y a les personnages principaux, Thomas et Hélène, qui sont, je trouve, vraiment trop peu naturels. Le compteur Locke, donc Nosferatu, est très intéressant. Le personnage joué par Willem Dafoe, donc, qui fait le Van Helsing de cette version-là. Ouais. Alors, comment il s'appelle déjà? Je ne sais plus, mais en tout cas, c'est Van quelque chose. Voilà. C'est Van Franz. Albin Eberhard Van Franz, qui malheureusement est pour moi un des gros points noirs du film, parce que même si c'est Willem Dafoe, évidemment, il joue magnifiquement bien. Il a aussi le petit rôle de comic relief à certains moments, en particulier quand il offre du schnapps. Mais là, on entendait dans la salle les rires, c'était voulu, c'était bien utilisé. Mais c'est un gros problème par rapport au véritable Van Helsing, je veux dire, celui d'origine de Dracula. Et c'est aussi un problème par rapport à celui des Nosferatu, des deux versions, si je me souviens bien de la version de Herzog, et surtout de la version de Murnau, c'est que la façon de l'utiliser, c'est je sais quelque chose, et il ne l'utilise pas, il s'en va, et scène suivante, mais je sais encore quelque chose, et ainsi de suite. Bref, il n'apporte pas sa sagesse directement. Là où, au contraire, que ce soit Van Helsing ou sa version dans Nosferatu, à chaque fois, c'est s'il ne sait pas quelque chose et donc il ne peut pas agir, dans ce cas, il va chercher. Et on le voit chercher. Tandis que lorsqu'il sait quelque chose, il dit tout afin que comme ça, tout le monde soit au courant et tout le monde se prépare. Et ce manque de préparation, je trouve, est un souci par rapport au film. Voilà, donc... ça, c'était point noir, mais du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as mis quand même 3? Parce que bon, on a l'impression que tu n'as juste pas aimé le film pour l'instant, mais... Voilà. Encore un point noir, donc juste c'est le personnage de Herr Knock, donc l'équivalent de Renfield. Dès sa deuxième scène, il est à poil au milieu d'un pentacle. Là, je me suis dit, non, là, c'est un problème de gradation, tu vas trop vite, mon bonhomme. Ah ouais. Bon,
Ouais, pour moi, ça allait un peu trop vite. Ensuite, au niveau de ce que j'ai apprécié, déjà, au niveau technique, impeccable. Il y a l'ombre de la main de Orlok qui s'étend sur la ville. Il y a quelques petits soucis avec l'ombre, mais vraiment c'est mineur. Par contre, au niveau symbolique, au niveau de la beauté, c'est somptueux. Le Orlok aussi, joué par Bill Skarsgård, est magnifique, Ouais, on même en si parlera, on le il décrira est un peut-être peu plus dans la lourd. partie spoiler. On reste vraiment dans la partie Voilà. non spoil, mais je suis d'accord qu'il y a des choses à dire intéressantes, ouais, tout à fait sur le personnage. Voilà. Non, là, c'est franchement un très très bon point. Et aussi, là où j'étais surpris, c'est que là où normalement le personnage de Mina, qui est Hélène ici, est un peu euh, un dommage collatéral dans l'histoire de base, là, au contraire, c'est devenu le cœur de la raison de Nosferatu. Et je trouvais que c'était une idée intéressante, surtout que justement c'est bien exploité, puisque il y a des discussions entre donc Helen Hutter, jouée par Lily Rose Depp, et le comte Orlok. Un élément qui manque dans pas mal de films d'horreur, où justement, quand il y a une occasion pour une discussion, pour un échange, c'est assez rarement mis en avant, tandis que là, c'est bien utilisé. Donc, franchement, je trouvais que c'était bon. Et surtout, il n'a pas raté sa fin. Là, je veux Ah, dire, on est d'accord, c'est quand tu pour me dis une qu'il rate fois. à chaque fois à sa fin, je dis là, quand même, celle-ci, elle est belle, quoi. On en reparlera dans la partie C'est surtout spoiler, que, évidemment. comme il a piqué une fin réussie, que ce soit de Murnau ou de. Peut-être. ou, Comme là, c'est une adaptation, peut-être, ouais. Ouais, tout à fait. Bah, écoutez, moi, effectivement, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma séance. Alors, je vais commencer par un truc, effectivement, que je peux comprendre quand on n'aime pas le cinéma d'Eggers, c'est que je peux comprendre que parfois, on puisse s'ennuyer. Moi, c'est jamais le cas, c'est vraiment toujours à la limite, mais c'est parce qu'il prend vraiment son temps à chaque fois et qu'il pose ses ambiances. Mais des fois, c'est plus dans ses dialogues. En général, moi, je trouve que là où il est le moins fort, en général, Eggers, alors et son équipe, hein, et pas forcément que lui, j'imagine, mais c'est sur les dialogues. Je trouve pas forcément toujours les dialogues toujours très passionnants ou toujours très percutants. Je pense qu'il y a encore ça qui peut être travaillé, que ce soit sur l'ensemble de ses films, hein, quand même. Mais pour moi, il a une patte, enfin, il a vraiment un don de mise en scène qui s'inspire quand même du classicisme du cinéma, mais à chaque fois, il arrive à iconiser et à rendre de façon toujours très intéressante ses plans. La photographie est superbe. Je veux dire, il y a vraiment un travail à chaque fois sur chacun de ses films qui est toujours très très passionnant. Et Nosferatu, je dirais que c'est mon deuxième préféré d'Eggers après The Witch, notamment parce que j'aime bien l'histoire en elle-même. Et je trouve qu'il a cette puissance, cette facilité à. En fait, moi, j'ai envie que Eggers, il me raconte tous les contes des frères Grimm. Tu vois, quand je voyais Nosferatu hier, quand je voyais la plupart de ses films, je me dis, c'est un conteur, il adore faire des fables. Et quand tu regardes un peu sa filmo, effectivement, chaque histoire est un peu une sorte de fable, une sorte de conte, toujours un petit peu gothique, horrifique, hein, bien évidemment, et toujours un petit peu relié aussi à la religion et aux croyances. Et c'est vrai que dans The Witch, il y a ça. Dans The Lighthouse, indirectement, il y a aussi ça. The Northman, et bien évidemment, avec les Vikings, il y a ça. Et là, dans Nosferatu, il y a aussi une grosse partie autour de la croyance, effectivement, et des démons cachés. Et je trouve qu'à chaque fois, il arrive à en faire quelque chose d'assez intéressant et de toujours assez passionnant esthétiquement. Je veux dire, là, Nosferatu, je trouve que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un monstre, entre guillemets, iconisé de cette façon-là, amené de cette façon-là. Donc, je suis d'accord qu'il amène assez vite le conte dans le film. J'ai été assez surpris d'ailleurs. Un des plans de la bande-annonce, là où on le voit avec ce rideau au vent, là, qui est vraiment superbe, c'est un des premiers plans du film d'ailleurs, mais je trouve que jusqu'à la fin, il arrive pour moi à t'amener des petits détails par-ci par-là que tu n'avais pas vu avant, jusqu'à la scène finale qu'on en parlera tout à l'heure, où on le montre vraiment en plein jour, c'est qu'à de le dire. Mais vraiment, je trouve qu'il arrive à iconiser et je pense que s'il y a des jeunes enfants ou des jeunes gens qui n'ont pas été habitués au cinéma d'horreur vraiment, peuvent avoir des sueurs froides avec certains plans et certaines séquences. Il y a des jumpscares plutôt efficaces, qui sont quand même plutôt bien amenés. Je trouve pas que ce soit forcément gratuit, mais vraiment, je trouve que l'iconisation du Nosferatu, ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un prendre autant de soin
pour amener son monstre dans un film, même alors qu'on connaît déjà l'histoire. En plus, c'est ça qui est quand même assez passionnant. Et moi, vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour le visuel et la façon dont il amène ce Nosferatu, mais on en parlera un peu plus longtemps dans la partie spoil, parce qu'il y a des choses à dire autour du personnage, comment il a été revisité un petit peu. Et vraiment, voilà. Et après, dans l'ensemble, effectivement, je te rejoins sur William Dafoe qui théâtralise et surjoue un peu son personnage. Il y a quelques moments un petit peu plus théâtralisés, mais après, c'est aussi, entre guillemets, l'idée de l'époque qu'on s'en faisait qui fait qu'on en fait de ce genre-là dans l'écriture. J'étais pas trop convaincu par Nicolas Hoult au début du film. J'avoue que c'est un acteur que je trouve bien, mais jamais je le vois briller. On l'a pu voir aussi cette année dans Juré numéro 2 d'Eastwood. Il était dans Renfield, justement. C'est marrant parce qu'il était dans Renfield, la comédie horrifique avec Nicolas Cage et un vampire. Là, il joue aussi dans un film de vampire. Et on le redécouvrira, on a pu voir ça prochainement dans le prochain Superman de James Gunn aussi. Et William Dafoe était aussi dans L'ombre du vampire, où il jouait le rôle de Max Schreck, mais dans l'idée que c'était un véritable vampire, finalement, l'acteur qui avait joué Nosferatu, le premier de Murnau. C'est vrai. Et voilà, donc du coup, j'ai vraiment pris un grand plaisir à voir ce film, surtout pour le côté gothique du film qui, effectivement, on ne voit plus trop ce genre de projet aujourd'hui. Et il reste quand même assez, alors pas forcément violent, mais il est brutal. Et en fait, c'est toujours aussi la patte d'Eggers, c'est qu'il y a un côté très brutal. On est vraiment dans une horreur toujours assez froide et assez frontale. Et c'est ce que j'aime dans son cinéma. Voilà, pour dire, j'aurais pu mettre 4, j'hésite entre les deux, c'est tant qu'à descendre, mais pour moi, c'est un très bon film de l'année. Je pense qu'il peut taper dans mon top 10 de cette année, même si j'ai commencé déjà à le préparer. Mais voilà, j'apprécie beaucoup ce genre de projet et j'ai été très très content du résultat. On va, je pense, en parler un peu plus dans la partie spoiler. On attend que ça avec Mathieu. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? On peut dire que la BO est plutôt cool aussi. Oui. Ouais, il y a vraiment des thèmes. Alors, je sais pas s'il a réutilisé des thèmes de l'original. Je me rappelle. Enfin, j'ai pas eu écho à ça. Là, non, je pourrais pas dire. Mais en tout cas, la BO est plutôt soignée. La DA est vraiment très très cool. C'est plus sur l'écriture et sur effectivement peut-être le rythme du film, parce qu'il dure quand même 2h15, hein, si je me trompe pas. Il y a quelques petites longueurs, je peux l'admettre, comme la plupart des films d'ailleurs d'Eggers. Mais bon, on va en parler du coup un peu plus dans la partie spoiler. On se retrouve juste après. Et comme ça, on va pouvoir débattre un peu plus de pourquoi on a des belles moustaches aujourd'hui, Mathieu. N'est-ce pas? Ah bah moi, je l'ai toujours. Mais oui, je sais. C'est parti, spoiler. Bon, Nosferatu, on va commencer tout de suite par percer l'abcès, puisqu'on a envie d'en parler. C'est cette revisite peut-être effectivement physique du personnage du comte d'Orlok. Toi, qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que ça t'a surpris? Tu as trouvé ça bien? Parce que Nosferatu, je le remontre sur la vieille image. Il est dégarni, il a des oreilles de troll, j'ai une limite, il a vraiment une tête faciès vampire, et il est chauve. Voilà. Là, dans Eggers, il est chauve, mais il a une moustache. Il a la stache mou. Il a une moitié de cheveux, il a des moitiés de mèches là sur la tête. Ah oui. Ouais, mais bon, c'est quand même assez dégarni. C'est vrai. Et bon, il a un aspect beaucoup plus momifié que la version originale. Et surtout, normalement, Dracula n'est pas censé être charmant comme il a pu l'être dans les films de Coppola, par exemple, ou dans les films depuis Entretien avec un vampire. Mais c'était quand même quelqu'un qui avait une certaine allure. Donc Bela Lugosi ou Christopher Lee, effectivement, l'ont très bien campé de cette manière-là. Nosferatu, justement, pour s'en démarquer, Murnau en a fait véritablement un monstre total. Et la version de Eggers va encore plus loin dans le côté monstrueux, je trouve, mais en même temps l'humanise, puisqu'il lui donne une véritable connexion avec un autre personnage, et donc lui impose de véritablement donner ses motivations. Ça, c'est pas mal. Franchement, moi, j'ai bien apprécié cette façon de représenter un vampire. Si tu penses du lien qu'il a, moi, ce que je trouve, c'est effectivement ce qui n'est peut-être pas forcément dans le film Murnau, et je pense pas dans celui d'Herzog, je ne sais plus, vous me redirez un commentaire, mais c'est cette sexualisation du couple, et du coup de l'attirance qu'il y a entre du coup ce vampire et cette jeune fille. Et je trouve que c'est ça qui aussi rajoute un peu plus d'humanité au personnage, et qu'on comprend, et ça appuie encore plus, je trouve, le propos de la fin du film, qui est effectivement ce rapport
rapport sexuel, hein, clairement montré et clairement établi. Et je trouve que cette sexualisation des deux personnages, en tout cas du lien qu'ils ont entre eux, est un point fort et un apport à cette histoire. Le vampire a toujours été un personnage sexuel dans le sens où justement c'est un personnage, c'est un monstre qui est attiré par la chair et par le sang. Donc dans l'époque puritaine où a été écrit Dracula de Bram Stoker, où a été écrit aussi Camilla de Chéri dans le Fanu, ce sont deux personnages qui sont effectivement qui cherchent des femmes. Parce que justement, ils cherchent le corps, ils cherchent le sexe, ils cherchent Ouais, mais la là, c'est chair. montré d'une façon bien appuyée et plutôt bien, enfin plutôt nouvelle, je trouve, par rapport à l'histoire de base, quoi, je trouve. Mm. Oui, Ouais. Parce que le effectivement. film commence avec des orgasmes, avec cette jeune fille qui effectivement se sent possédée de façon très orgasmique. Il y a vraiment un rapport assez tangible, une tension sexuelle, même quand ils se parlent avec la voix off. Il y a toujours quelque chose qui est bien amené à ce niveau-là. Et Orlok lui-même le dit, il est un appétit, justement. Donc c'est là où on voit justement l'idée de dualité entre la pureté et le monstre. Euh, non, c'est bien, c'est vraiment le point fort pour moi du film. Ouais. Effectivement, le visuel, tu en parles. Moi, je trouve que c'était assez étonnant, hein, comme la moustache que j'ai aujourd'hui. C'est vrai que, alors, je vous avoue, cette moustache, ça m'a fait assez rire parce qu'en fait, juste avant d'entrer dans la salle, parce qu'il y a aussi le 25 décembre sort Sonic 3 avec notamment Jim Carrey, et je te voue que quand on voit la moustache de Sonic, j'ai pas l'image là, mais du personnage parlant de Jim Carrey de Robotnik dans Sonic et celle de Nosferatu, j'ai envie de dire ils ont presque le même barbier, alors c'est pas des moustaches comme ça, hein, c'est des grosses moustaches un petit peu longilines comme ça. Les deux personnages ont la même moustache, ça m'a fait rire parce que du coup je voyais un petit peu Robotnik, j'ai mis pourquoi ils ont mis la même moustache à ce personnage. Au début ça m'a un peu rebuté, puis finalement avec le temps et avec l'histoire du film ça marche bien. Et ça l'humanise un peu plus, effectivement, ça rajoute ce côté conte des Carpates, un petit peu pas forcément très très propre sur lui. Pareil dans la séquence où il arrive dans son manoir, je trouve que c'est une des meilleures séquences d'ailleurs quand il découvre le conte au gré et auprès de la cheminée et tout. Enfin, vraiment, il y a cette carrure qui impose. Moi, j'aime vraiment bien cette séquence, même si je trouve qu'elle est hyper théâtralisée. Mais c'est surtout le fait que justement il cache par sa mise en scène le conte parce qu'il reste dans le flou de la zone d'été, parce qu'il reste dans l'ombre d'eau au feu. Je trouve que là justement ça aurait été l'occasion de le montrer un petit peu, de voir à travers les yeux de Thomas, de pouvoir scruter un petit peu ce conte qui est si étrange. ouais. Je vois ce que tu veux dire. Après, il est dans une posture où même je pense qu'à sa place, j'aurais pas le temps de réfléchir à grand chose à part me dire putain où est-ce que je suis, avec qui je suis, qu'est-ce qui se passe, et je viens de donner mon âme limite quoi. Mais oui, je trouve que la relecture du personnage, le nouveau visuel, et d'ailleurs qui avait pas été du tout spoilé dans les bandes annonces, et ça c'est vraiment cool. Parce qu'il y en a vu des images de Bill Skarsgård justement qui joue Nosferatu avec complètement chauve, reprenant vraiment le visuel de Murnau, et ce n'est pas du tout le cas. Et je trouve que vraiment c'est une force du film, cette surprise là de ces détails là. Voilà. Bon, au-delà de ce personnage de Nosferatu, sur quoi tu veux rebondir toi? Est-ce qu'il y a des choses qui... Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que la mise en scène, l'iconographie, il y a des plans quand même super dans ce film qui restent en tête? Oui, je mets ça dans mon appréciation de l'esthétisme, de la technique. Et effectivement, c'est un film qui a énormément de qualité graphique. Et là-dessus, c'est quelque chose que je n'ai jamais contesté à Robert Eggers, même de The Witch. The Witch, c'est vraiment le fond qui m'a emmerdé. La forme, par contre, effectivement, est excellente. C'est un très très grand technicien du cinéma. En fait, on lui donne une bonne histoire. Je suppose qu'il est capable de faire quelque chose de très 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 bien, que j'apprécierais à sa juste valeur, si j'ose dire. Là, c'est vraiment des soucis de fond que j'ai avec lui. Mais oui, la photographie est somptueuse. C'est vraiment magnifique. Bah, La scène dans l'auberge, avec tout qui est éclairé à la bougie, et ça se voit, ça se ressent dans les ombres portées, c'est superbe. C'est
Très Et fort même il travail. joue et il tend par moment, alors pas forcément l'original au noir et blanc muet, il tend par moment dans certaines séquences, effectivement, il est limite au noir et blanc. Il est vraiment, voilà, comme là, le plan là, à l'instant où la calèche approche du manoir du comte Orlok. Et vraiment, on est vraiment des fois près du noir et blanc. Il y a des petits clins d'œil comme ça qui sont plutôt bien amenés. Franchement, ça faisait longtemps qu'une ambiance et un univers m'avaient pas autant glacé le sang. C'est qu'à de le dire, il y a Et vraiment un quand côté il passait le gothique. pont, Voilà, quand on il se passait le rapproche pont, les on esprits se se rapproche rapprochent entre des eux. fois un petit peu de l'ère 90 de Burton aussi par moment vraiment je trouve que vraiment il y avait un apport et il y a vraiment un beau travail de photographie dans ce film, donc ça c'est vraiment génial, quoi. Il y a aussi le fait que dans la version de Herzog, c'est la version qui insiste le plus, je trouve, sur le côté peste qu'apporte Orlok. Là, si c'est un petit peu moins la peste, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup plus de soins à apporter aux animaux, parce que Herzog, lui, s'est fait attaquer pour avoir massacré des rats pour faire son film. C'est aucune considération pour la vie animale à ce niveau-là. Euh, dans ce film-là, c'est le côté morbide du conte lui-même qui est très très bien rendu. On a vu avec une image donc de Lily Rose Depp, donc Hélène, en sang. Ce genre d'image-là aussi, je crois, c'est une nouveauté dans les films de vampires de montrer l'état intérieur des personnages directement de cette manière-là. Et ce côté désespéré et ensanglanté, franchement, ça claque, c'est super, super bien fait. Non, ouais, je suis assez d'accord. Il y a vraiment des plans là, tu vois, je remets encore celui-ci parce que je pense que c'est un des points forts du film, hein, bien évidemment. Ça va être aussi effectivement, voilà, tu vois, il y a des plans comme ça. Alors, c'est des plans assez simples de composition, mais déjà dans le chemin, il y a un tracé, il y a quelque chose que tu peux déjà suggérer. C'est Il y a quasiment vraiment du Lars von Trier hein, dans Ouais, Mélancolia. un petit peu, ouais, un petit peu. Mais il y a vraiment des trucs vraiment assez beaux. Voilà. Après, on a pu voir aussi donc, dans le casting, du coup, on a parlé de Bill Skarsgård qui jouait Nosferatu, qui est vraiment très très bien. Et j'avais peur qu'il fasse trop du clown de ça. Voilà. Là, vraiment, on est sur un truc sérieux et il le joue plutôt bien. Et il est méconnaissable. Hein. Jamais on peut voir que c'est lui d'ailleurs. Lily Rose Depp, j'avais jamais vu grand chose d'elle. Je la trouve plutôt bien dans le film. Vraiment, elle est plutôt convaincante. Et il y a aussi du coup Aaron Taylor Johnson qui joue l'ami du couple. Il y a William Dafoe, on en a parlé. Voilà, il y a vraiment un casting qui est plutôt cool. Alors je dis pas qu'ils sont tous au même niveau. Il y a vraiment effectivement des acteurs qui sont dans un côté très sérieux tout le long. L'autre, il y a des personnages un peu plus théâtralisés, un peu plus comiques. Mais voilà, il y a aussi quand même dans l'ensemble, je trouve que ça se mélange plutôt bien. Et voilà, je reviens sur le côté brutal, le côté assez horrifique d'Eggers. Dans tous ces films, il n'y a jamais de pitié pour personne. Et encore une fois, quand on voit qu'il y a des enfants mis en avant dans le film, je savais très bien qu'à un moment, les pauvres, ils n'allaient pas survivre à la peur de leur monstre du placard, comme ils le disaient souvent. Mais voilà, je trouve que vraiment à ce niveau-là, c'est fort. Mais tiens, une petite remarque aussi sur les enfants. Et c'est une remarque un peu générale que j'ai avec les auteurs américains qui fantasment la façon d'être des Européens. Tu entends que les filles n'arrêtent pas d'appeler leur père papa, au lieu de l'appeler daddy. Daddy, c'est la version anglophone pour dire papa. Oui. Mais pour faire européen, bah donc justement, non, c'est papa, papa. Oui, Et, papa. Ça m'avait tellement fait chier dans le film Le Chocolat, cette façon de représenter. Si vous êtes en anglais, utilisez des mots anglais. Oui. Surtout qu'en plus, ça se passe en Allemagne et personne ne parle en allemand non plus. Tu vois, alors, c'est vrai que c'est un peu bizarre au début de te dire, voilà, c'est des Anglais mais qui parlent en Allemagne. Et en fait, on mélange aussi ça avec il pourrait dire Vader. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est peut-être effectivement un petit défaut mais ça, c'est récurrent dans la façon de représenter vraiment le côté européen ou le côté médiéval ancien de la part des Américains. Par exemple, dans The Green Knight, je ne sais pas si tu te souviens, au début du film, quand le roi présente Gawain, il dit
he has been quiffed out of my sister's womb. Il a été fouté hors de l'utérus de ma sœur. Et là, j'étais, mais putain, mais aucun roi, mais surtout aucun médiéval ne parlerait comme ça. Mais ça, justement, ce côté, c'est à la fois crado, parce que nous, les Américains, on est un peu plus sophistiqués, on est plus avancés. Ouais. Et en même temps, là, l'obsession qu'ont les Américains sur, justement, la chair et les organes, parce qu'ils ont aussi un fond puritain, c'est chiant, parce que, justement, ils n'assument pas d'être eux-mêmes des obsédés de la chair. Et donc, ils préfèrent cacher ça sous un propos pseudo-arty avec une phrase alambiquée pour parler comme ça. Tu l'avais dit, c'est un problème de dialogue, c'est un problème théâtral. Et simplement, c'est aussi un décalage culturel qu'on a, eux et nous. Donc, mais c'est juste la petite truc, le petit moustique qui t'emmerde. C'est un petit détail, c'est vraiment que. En tout cas, j'ai toujours encore envie de voir la suite de la filmo d'Eggers, parce qu'effectivement, ce Nosferatu qui sort justement en salle le 25 décembre. Alors, c'est presque un film de Noël, hein, parce que ça se passe pas loin de Noël. À un moment, dans une séquence, on voit des sapins de Noël d'époque. Voilà, vous jugez si pour vous ce sera un film de Noël. Ce sera pas le plus sympa à mettre sous le sapin pour les enfants, bien évidemment. Mais en tout cas, ça sort en cette période. Donc, en tout cas, je pense que c'est un des bons films encore de cette fin d'année à voir avant de faire votre bilan et votre top. Voilà, on en a dit pas mal. Je pense qu'on a fait plutôt le tour sur ce Nosferatu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Et puis nous, on se retrouvera notamment avec Mathieu en début d'année, à savoir le 4 janvier, pour faire un bilan comme chaque fois. On revoit l'année 2024. Parfait. Ouais, le 4 janvier, le samedi 4. On reprépare ça tout ça en coulisses. Et on se dit à très vite. Mathieu, écoute, je te souhaite de bonnes fêtes. Et vive le cinéma. Et vive le cinéma, bien évidemment. Et on finira avec cette belle phrase qui n'est pas de Nosferatu, mais de Petit Pied. Et il y a des choses que l'on voit avec ses yeux et d'autres que l'on voit avec son... que l'on voit avec son cœur. Avec son cœur et la moustache, bien évidemment. Allez. Tu l'as fait Marseillais. Oh putain, mais il faut faire un Nosferatu. Nosferatu, putain. Putain, avec le Ricard. En fait, moi, je suis Nosferatu du Sud. Hein, voilà. Il ne voit pas que du sang. Il voit aussi du Ricard. Bon, allez. Allez, sans cette blague, pas mal. C'est sorti naturellement, malheureusement. À bientôt. On se dit à très vite. 3, 2, 1. Ciao. Ciao.